Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, alors autant tuer le suspense tout de suite, le groupe Union centriste votera la question préalable. Pourquoi il la votera? Parce que ça fait 4 mois que nous discutons autour de ce budget et que c'était prévisible, la méthode utilisée par le gouvernement a abouti à un échec et du coup à l'utilisation du 49.3. Et nous pensons que la copie initiale du gouvernement s'est dégradée avec ces discussions et qu'on a peur que 15 jours supplémentaires entraînent une nouvelle dégradation. Donc je pense qu'il faut arrêter là et le groupe Union centriste donc à ce point de vue. Par contre, nous saluons la position du gouvernement, le retournement de la position du gouvernement sur les collectivités territoriales. C'est vrai que l'effort demandé initialement aux collectivités territoriales était disproportionné. Il était disproportionné et injuste, parce qu'on ne peut pas accuser les collectivités territoriales d'être à l'origine de la dérive des comptes publics. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on aurait préféré que ça soit 0, mais 2 milliards, on juge que c'est raisonnable, surtout si on exclut, comme on a souhaité le faire, les communes de cet effort. Par contre, nous nous interrogeons sur la répartition des efforts, Madame la Ministre. C'est vrai que le groupe Union centriste était attaché à ce que les efforts soient uniquement sur la dépense. Nous considérons que le niveau de fiscalité atteint dans notre pays est largement suffisant et presque décourageant pour les forces économiques de notre pays. Et donc, nous étions plutôt pour 100% d'efforts sur la dépense et 0 sur les impôts. En réalité, nous étions prêts à accepter ce que vous aviez annoncé au départ, c'est-à-dire 2 tiers sur la dépense, 1 tiers sur les impôts. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'y voit pas très clair. Vous dites 50-50, qu'on a abouti à 50-50, mais ce n'est pas démontré. En tout cas, personne n'a réussi à nous le démontrer. Et alors c'est vrai que si on exclut tout ce qui augmente, on finit par y arriver, mais moi je pense qu'il faut prendre les plus et les moins et puis arriver à une somme finale. Et ce flou, je dirais, dans la répartition des efforts, on verra ce qu'en dira le Haut Conseil des finances publiques à la fin de l'année. Mais pour 2025, le Haut Conseil des finances publiques a bien constaté qu'il y avait 100% des efforts qui étaient sur les impôts et non pas sur la dépense. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas acceptable. Alors, est-ce qu'on pourrait faire mieux sur les dépenses? Bien sûr. Moi, je ne comprends pas que l'État ne puisse pas faire ce que les collectivités locales font. On est nombreux ici à avoir dirigé des collectivités locales. On fait attention à l'augmentation de la dépense et on a toujours fait attention à ce que ça ne dépasse pas l'inflation. Pour l'État, on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Et je voudrais rappeler qu'entre 2019 et 2024, 2 années sans crise, les ministères et les missions de l'État ont augmenté de plus que l'inflation, de 15% de plus que l'inflation. Mais si, Madame la Ministre, c'est clair. Je pense que vous avez lu l'ouvrage que je vous ai offert sur des économies en veux-tu en voilà. Il y a un tableau qui provient de Bercy et qui est très clair. Alors, je vais revenir sur des économies en veux-tu en voilà, parce que là, on a plutôt l'impression que c'est des dépenses en veux-tu en voilà. Mais bon, je pense qu'il y a une incompréhension sur le sujet. Mais en tout cas sur l'inflation, et les 15% de plus que l'inflation sur les ministères, ça fait 50 milliards. 50 milliards dans lesquels on aurait pu puiser des économies. Alors cette année, les dépenses de l'État vont augmenter de 17 milliards dans la copie qui nous est présentée. Si ça avait augmenté comme l'inflation, c'est 6 milliards. Donc on est presque à 3 fois l'inflation. Donc il faut, je pense, faire très attention à cela. Alors, bien sûr, on a lâché sur les dépenses sociales. Ça, c'était dans le PLFSS, l'abandon de la réforme des retraites. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les jeunes. Je le dis pour Pascal Savoldelli qui s'inquiétait tout à l'heure de la jeunesse. Mais c'est vrai qu'on leur met une dette de plus sur le dos. Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de les traiter. Et puis, on a décidé finalement de ne faire absolument pas l'année blanche qu'on avait annoncée au départ. C'est-à-dire qu'on a indexé toutes les prestations sociales, quelles qu'elles soient. Donc, si on ne fait pas, Madame la Ministre, si on ne fait pas d'efforts sur les dépenses sociales, on n'arrivera jamais à redresser nos comptes publics. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Alors, ensuite, je disais qu'on a l'impression qu'il y a des dépenses en veux-tu, en voilà. C'est vrai qu'on a vu apparaître, dans votre dernière copie, Madame la Ministre, on a vu apparaître la prime d'activité. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas, la prime d'activité. On était plutôt à discuter de son efficacité, son éventuelle remise en cause. Et là, d'un seul coup, on dit, tiens, on a 50 € qu'on va donner sur la prime d'activité en plus. Et comment voulez-vous demander aux Français des efforts? Vous leur dites, il n'y a plus d'argent, et puis là, tiens, on retrouve 1,5 milliard ou 2 milliards pour la prime d'activité. On retrouve la même chose, on retrouve de l'argent pour donner des repas à 1 € à tous les étudiants.
Aujourd'hui, les étudiants boursiers, ils avaient le droit à ces repas d'1 euro. Mais quelle est la justification de donner à tous les étudiants, quel que soit le revenu de leurs parents et quelle que soit leur situation? C'est pas possible. Alors, vous dites c'est compensé par des économies. Mais en réalité, ce ne sont pas des économies. Diminuer les réserves de l'État, ce n'est pas faire des économies. Prélever sur des trésoreries excessives, ce ne sont pas des économies. Et d'ailleurs, là-dessus, on pourrait se mettre d'accord, Madame la Ministre. On pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'il y ait une règle sur la trésorerie des agences et des opérateurs de l'État, qu'on définisse une norme, je dirais, de fonctionnement normal de ces opérateurs et de ces agences, et que tout ce qui est au-dessus de cette norme revient au budget de l'État. Ça devrait être presque obligatoire. Quant aux réserves, moi je suis très dubitatif sur ces réserves, parce qu'en réalité, à quoi elles servent? Elles servent à dépenser plus sans passer par le Parlement. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors vous dites on peut les diminuer d'1,7 milliard, l'an dernier c'était 2,5 milliards. Moi j'en sais rien, en fait elles étaient à 8 milliards au départ, elles pourraient être à 0, parce que le Parlement est tout à fait capable de légiférer en urgence pour des dépenses urgentes. Donc moi, voilà, je suis très réservé là-dessus. Je trouve dommage aussi que vous n'ayez pas retenu les économies que nous proposions sur l'aide médicale d'État, l'AME. Il y avait matière à faire des économies réelles sur l'AME, et là, on laisse le guichet totalement ouvert. On aura de mauvaises surprises, je vous l'annonce tout de suite sur le sujet. Ensuite, sur les impôts, j'ai plus beaucoup de temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les impôts. Mais en fait, la copie que vous présentez, Madame la Ministre, elle vient à surtaxer le capital. À nouveau, on cherche à surtaxer le capital. Je pense qu'on est le pays au monde qui, aujourd'hui, taxe le plus le capital. 60%, même l'Espagne socialiste est à 40%. Je ne comprends pas qu'on aille dans cette direction-là. C'est moins d'investissement, c'est moins d'innovation et c'est moins de croissance au final. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de surtaxer ce capital. Alors on dit, bien sûr, ça touche très peu d'entreprises. On dit les Français ne vont pas être touchés, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les Français ne vont pas être touchés, puisque ces entreprises-là, elles représentent 1/4 de l'emploi salarié, elles représentent la moitié de nos exportations, elles représentent le tiers de notre recherche. Et si on regarde bien, quand il y a des augmentations d'IS, Madame la Ministre, ça se répercute à moitié sur les salaires, ça se répercute à 30% sur les prix. Donc les prix, c'est les consommateurs qui vont payer l'augmentation des prix, et c'est 20% sur les actionnaires. Voilà, les études le montrent, hein, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces augmentations d'IS. Donc voilà, alors, nous trouvons que ce budget est mauvais, le déficit augmente, il représente 40% de nos recettes et 30% de nos dépenses, c'est énorme, on va continuer à s'endetter énormément en 2026, et je pense que le problème aussi qui s'accompagne à ce mauvais budget, c'est la crédibilité de la parole publique. En effet, le 49.3, il n'y en aura pas, finalement il y en a. La répartition des efforts, on fera principalement sur la dépense, on ne le fait pas. Les impôts qui étaient temporaires sont finalement maintenus. Et puis, il y a un décalage entre le discours et les mesures, notamment sur la fraude. Voilà, compte tenu de tous ces éléments, le groupe Union centriste votera la question préalable.